Balado conscient, épisode 160. La journaliste et cinéaste Danielle Lacourse. Dans le cas du documentaire, c'est beaucoup sensibilisé et je dirais tracer un peu des lignes d'espoir. Parce que c'est important, parce qu'il y a un sentiment d'impuissance, parce que c'est gros, c'est complexe, parce que la crise de l'environnement ne va pas se réaliser si la crise de la pauvreté ne l'est pas, parce que la crise de l'environnement ne va pas se réaliser par les pays du Nord, mais aussi en lien avec les pays du Sud qui subissent de façon beaucoup plus draconienne, beaucoup plus brutale, les effets d'ailleurs de cette crise-là que dans les pays du Nord actuellement. Donc c'est un ensemble. Oh, il faisait chaud ce lundi 20 mai 2024. Quand je suis arrivé à la porte de Danielle Lacourse à Montréal, avec mes micros sur le dos, ayant déposé mon Bixi à proximité. J'étais un peu nerveux. Après tout, Danielle est une journaliste aguerrie. Mais je savais qu'elle était aussi très généreuse et j'étais soulagé que notre conversation a été très sympathique. Alors, Danielle Lacourse. Elle a réalisé plusieurs documentaires dans les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Des documentaires percutants qui dénoncent les inégalités, l'injustice et la guerre, en donnant une voix aux sans-voix et aux victimes de la barbarie. Depuis 2001, elle est présidente de la Fondation Alterciné, qui accorde des bourses à de jeunes cinéastes documentaristes d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine pour la réalisation de documentaires axés sur les droits et libertés. Alors Danielle et son conjoint à l'époque, Yvan Patry, ont marqué ma vie en 1995 quand ils m'ont demandé de faire le montage sonore, mon tout premier montage sonore pour le cinéma, pour le film Chronique d'un génocide annoncé. Un film de 3 heures sur le génocide au Rwanda en 1994. Ce film reconstitue le récit des préparatifs de l'exécution et des lendemains tragiques d'un crime que la conscience et les lois internationales avaient pourtant appelé à prévenir et à punir. Nous avons donc parlé de l'art du documentaire et des liens entre cette forme d'art et la crise écologique, ainsi que les crises humanitaires du monde. En particulier, j'ai aimé cet extrait de notre échange sur le rôle de l'artiste. Quand on se sent coincé, réprimé dans nos droits fondamentaux, dans le droit à la vie même, ça devient une urgence qui fait que, comme artiste, il faut parler de ces choses-là. On ne peut pas être l'artiste dans sa tour d'ivoire. Les gens se sentent impliqués dans une société, les artistes aussi en font partie, et ils ont besoin de dire cette réalité-là. Toujours aussi dynamique et engagé, Danielle va vous donner le goût d'aller voir les films soutenus par la Fondation Alterciné. Elle va aussi, probablement, vous donner envie de prendre parole et
de donner la parole aux autres. Alors, bienvenue au Balado Conscient, Daniel Lacourse. On se connaît depuis longtemps, en 96, je crois. J'ai fait le montage de Chronique d'un génocide annoncé que tu as produit avec Yvan Patry. Puis, depuis ce temps-là, on se parle, on vient de se parler longtemps. Puis, j'apprécie beaucoup le travail que tu as fait en tant que journaliste, en tant que cinéaste, en tant que productrice, puis maintenant avec la Fondation Alterciné. Je veux que tu me parles de tout ça. Oh. mais je voulais juste reconnaître aussi que j'apprécie beaucoup ce que tu as fait pour les artistes, les cinéastes. Il y a une grande contribution. Mais commençons au début. Peut-être parler de tes origines ou qui tu es, te présenter, s'il vous plaît. Oh, c'est loin ça, 3/4 de siècle. Je suis née à Montréal, d'une famille francophone du plateau Mont-Royal, qui était à l'époque très différent d'aujourd'hui, qui était un quartier ouvrier, celui de Michel Tremblay, entre autres. Et je suis née en 1949, donc... à partir de 1960, ça a été la Révolution tranquille au Québec, ce qui permettait, entre autres, à des jeunes comme moi d'avoir accès à l'éducation supérieure. Ça, il faut le dire, il y a eu le système de prêts et bourses, il y a eu une réforme de l'éducation, et ça fait en sorte que j'ai pu accéder à des connaissances que j'aurais pas pu, à un savoir que je n'aurais pas pu avoir autrement. Et j'ai fait une licence en sciences politiques avec une mineure en lettres et littérature russe, en langue et littérature russe. Ça me fascinait à l'époque. Je voulais lire Dostoïevski dans le texte et j'y suis jamais parvenue malheureusement, mais ça m'a permis d'aller vivre en Bulgarie 1 an, assez jeune, à l'âge de 21 ans. Et donc, déjà de sortir de mon contexte, je voulais vraiment découvrir le monde. Pour moi, c'était l'inconnu, je voulais comprendre le monde. Et à partir de ce que j'avais fait en sciences politiques, c'était pas suffisant. J'avais le goût d'aller voir sur le terrain. Et c'est ce qui m'a amené, et la rencontre avec Yvan, qui était cinéaste, c'est ce qui nous a amenés tous les deux à commencer à faire des documentaires. Vraiment pour essayer de décoder un peu le réel, de témoigner aussi, de témoigner de ce que les gens vivaient et de laisser la parole aux gens. C'était ça vraiment notre plus grand objectif parce qu'on était très frustrés par nos médias, en particulier la télévision à l'époque, encore aujourd'hui, où il y a le reporter un peu qui sait tout et puis la parole qu'on donne aux gens, elle est très limitée. Alors, nous, on voulait vraiment approfondir des questions comme ça. Alors, ça a commencé en Amérique centrale, avec le Nicaragua, qui vivait une période tumultueuse. Il y avait eu une révolution, il y avait la Contra qui était soutenue par les États-Unis, qui attaquait les centres de santé, les garderies. Alors, on est allé là pour justement faire notre premier documentaire, La guerre sale. Ensuite, il s'est passé différentes situations et en 94, entre autres, on a vu les images d'horreur à la télé sur le génocide rwandais. Et c'était choquant la façon dont c'était présenté. C'était des morts, on parlait de Tutsi contre Hutu. Il n'y avait rien à comprendre et c'était comme la barbarie. Et comme si les gens là-bas, c'était des barbares. Et ça nous a révoltés, Yvan et moi, et on voulait essayer de comprendre d'où venait. Comment, à un moment donné, un voisin peut en venir à assassiner un autre voisin, par quel processus mental on en arrive là. Et on a rencontré des gens formidables. On rencontrait toujours des gens formidables. En fait, c'est ce qui faisait qu'on faisait ces documentaires-là, c'est que les gens parfois venaient nous dire « moi, je veux témoigner » et nous interpellaient eux-mêmes. Et parfois, c'était simplement ce qu'ils avaient vécu et ils voulaient que le monde sache. Ça, j'ai entendu ça souvent. Parce qu'ils comprenaient quelque part
que leur pays, leur peuple, était victime aussi d'une géopolitique. Et ils voulaient que les gens du Nord, par exemple des pays du Nord, parce qu'on tournait nous plus dans le sud global, ils voulaient que les gens du Nord soient conscients, soient sensibilisés à leur réalité pour pouvoir intervenir auprès de leur gouvernement. C'est souvent l'objectif qu'ils avaient. Donc nous, on était finalement des passeurs, dans le sens où on voulait que leurs paroles soient entendues. Et à travers leurs témoignages, on comprenait davantage ce qui se passait et pourquoi ça se passait. Bon, évidemment, il y a toute la recherche qui a été faite aussi auparavant, les livres d'histoire qu'on a lus, c'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, le génocide au Rwanda. Et moi, ce que j'ai trouvé, c'est le tournage que j'ai trouvé le plus difficile. Parce que on arrive dans un pays où, là, ça va être sombre encore ce que je vais dire, mais on arrive dans un pays où les églises sont remplies de cadavres, les gens se saluent en disant, non pas bonjour, mais en disant, ah, tu as survécu toi aussi. Et ça m'impressionnait évidemment beaucoup. Et, mais je pense que notre objectif, malgré tout, malgré cette douleur qu'on voyait, c'était à la fois de témoigner de la douleur, mais aussi de leurs espoirs et du désir que finalement il y a un monde nouveau qui naisse de toutes ces cendres-là. Et d'ailleurs, il y a certains des personnages qu'on a rencontrés par la suite et qui ont refait leur vie, qui ont réussi à refaire leur vie, qui ont des enfants qui aujourd'hui ont une vie plus normale. Et le génocide reste présent, c'est sûr, dans leur tête et dans leur cœur, mais ils arrivent quand même ils sont quand même parvenus à refaire leur propre vie. Alors, c'est à ce moment-là qu'on s'est connus. Ben oui, puis je me souviens, c'était un de mes premiers montages en tant que monteur sonore, puis c'est un film de 3 heures sur un génocide, puis on s'est beaucoup parlé qu'est-ce qu'on met comme son sur des images invivables ou incompréhensible. Puis... Est-ce que je peux peut-être juste te dire, quand tu parles des images, on s'est beaucoup questionné sur les images et il y a beaucoup d'images qui ne sont pas là. Qu'on n'a pas voulu mettre justement, qu'on n'a pas voulu montrer parce que c'était trop brutal, trop... ça aurait été du voyeurisme. Alors nous, ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de découvrir à travers le regard des survivants. Ça fait qu'on a tourné de façon différente. On tournait avec des survivants qui, eux, étaient sur les traces de leur famille, de leur maison qui avait été détruite, des quelques souvenirs qu'ils trouvaient sur place d'un frère ou d'une mère ou d'un père qui avait été tué. C'était toujours ce regard-là, donc un regard humain. On ne voulait pas chosifier, on ne voulait pas que les cadavres ou la destruction soient des choses, une espèce de réification. On voulait vraiment rendre l'humanité à toutes ces victimes-là. Ma parenthèse est close. C'est bon, je me souviens des débats, puis finalement, j'ai appris le métier en le faisant, mais c'était... pour moi, artiste sonore, j'arrivais dans un contexte complètement nouveau, mais j'ai pu utiliser mon savoir-faire puis aider à raconter l'histoire, parce que le documentaire, c'est une forme d'art, et aussi une forme de journalisme, et une forme de témoignage, c'est tout ça ensemble. Et malheureusement, Yvan Patry est décédé quelques années plus tard, et tu as commencé la Fondation Alderciné, en partie, je pense, en hommage à Yvan et son travail. C'était sa volonté. Ouais, okay. On en parlait avant son décès, parce que les gens étaient tellement généreux. Quand on tournait, on était accueillis de façon extraordinaire dans les pires situations. C'était vraiment extrêmement chaleureux, généreux, et on se rendait compte, très souvent, on a travaillé avec des preneurs de son, des caméramans, et on se rendait compte dans quelles conditions
les gens travaillaient. Je me rappelle qu'au Chili, par exemple, on travaillait à l'époque avec des cassettes, là, Betacam ou 3/4 de pouce, et il y avait un cinéaste qui filmait ce qui est devenu finalement l'ensemble des archives sous Pinochet au Chili, des archives filmées. Et il devait parfois réutiliser ces cassettes parce qu'il n'y avait pas assez de sous pour en acheter d'autres. Donc, des conditions très difficiles aussi parce que quand on filme, comme ce cinéaste chilien-là, quand on filme des manifestations contre la torture, par exemple, je me rappelle qu'il y avait un groupe de personnes, de parents de victimes, qui faisaient des manifestations de 5 minutes. Ils arrivaient à un point sans l'avoir annoncé à personne et il filmait, et lui filmait ces manifestations-là et après 5 minutes, c'est terminé à cause de la répression. Donc, il risquait toujours beaucoup, comme les gens d'ailleurs qui manifestaient. Alors, ça nous a donné envie de donner un coup de main, de redonner un peu tout ce qu'il nous avait donné à voir et donné à filmer. Et on en parlait déjà avant le décès d'Yvan, mais à cause des multiples projets qu'on avait, on n'avait pas réussi à la mettre sur pied. Et moi, après le Rwanda, je me suis posé beaucoup de questions sur est-ce que je vais continuer à filmer? Parce que ça a été un choc assez brutal. Et après, j'ai fait le film avec Yvan sur le Chiapas, Le rêve d'Alonso. Et Yvan est mort avant le montage. Donc, j'ai fini le film. Et dans ses dernières volontés, il y avait le désir de mettre sur pied cette fondation. Et je me suis dit, bon, je ne ferai plus de films et je vais plutôt axé sur la transmission, justement, et l'appui à ces jeunes cinéastes des pays du Sud qui veulent faire des documentaires axés sur les droits et libertés. Alors, c'est comme ça que, avec un groupe surtout des cinéastes, des producteurs, aussi des gens qui avaient une expérience en coopération internationale, on a mis sur pied la fondation en l'an 2001. Et la première bourse a été accordée à l'époque, c'était une bourse. La première bourse a été accordée à des jeunes cinéastes argentins. Et ils s'en rappellent encore et ils nous le disent aujourd'hui. Grâce à cette bourse, on a pu faire notre film parce qu'ils ont pu acheter l'équipement de montage, en fait, sur ordinateur, le logiciel et tout. Et c'est comme ça qu'ils ont fini leur film. Et ils ont dit, et ces gens-là, maintenant, ils ont mis sur pied une association de documentaristes en Argentine. Ils ont fait des films de fiction, et ça a été le début de leur carrière. Alors, c'est toujours très touchant de voir qu'on a pu jouer un petit rôle, là, même si c'est leur talent et là, qui a fait beaucoup aussi, mais c'est toujours touchant de participer à des projets comme ça. C'est toujours des films d'une façon ou d'une autre sur le changement social, je présume, des fois politiquement très délicat, et donc vous avez un processus de sélection ici au Québec pour choisir des films qui, selon des critères. Comment ça fonctionne au niveau de la soumission et de l'évaluation? Oui, au début, les soumissions se faisaient par la poste, ce qui était un peu handicapant pour plusieurs, parce que ça coûtait quand même si c'est pas énorme, là, ça coûte 10$, c'est cher pour un Africain ou dans certains contextes. Alors, depuis maintenant plusieurs années quand même, c'est par Internet que c'est soumis. Alors, ils remplissent un formulaire avec leurs coordonnées et tout, avec un résumé du film et avec le pourquoi. Comment ils en sont venus à avoir envie de faire ce film-là et quel sera comment ils envisagent la distribution. C'est important quand même de savoir à la fois le pourquoi et la distribution, parce que on ne veut pas soutenir seulement des films qui font la tournée des festivals puis qui ensuite vont sur des tablettes. D'ailleurs, on demande dans les différentes demandes qu'on fait, on demande qu'ils nous envoient
deux lettres, soit d'appui d'ONG ou de gens de la communauté où ils vont tourner pour comprendre un peu l'importance aussi que vont avoir ces films-là. Alors ensuite, ils nous envoient un film qu'ils ont déjà réalisé parce qu'on s'est rendu compte que sur la base simplement du synopsis, du scénario, c'était bien difficile d'évaluer leur capacité à la fois en termes de recherche, de contenu thématique et en termes formels. Alors on demande, même si c'est un court-métrage, là, mais de voir au moins quelque chose qu'ils ont déjà fait. Si c'est possible d'envoyer une bande-annonce de leur projet, de plus en plus ça se fait, là, et évidemment un scénario. Alors, le scénario, c'est pas, on ne demande pas des scénarios de 40 pages, on demande 5 pages maximum. Bon, on laisse aller 6 ou 7 pages, mais, et parce qu'on a vraiment beaucoup de projets. Et ça comprend à la fois le contenu thématique, les personnages qui vont être dans le film, s'il y en a évidemment, et l'approche formelle, l'approche cinématographique. Évidemment, on privilégie une thématique qui est à la fois originale, par rapport à d'autres projets qu'on a déjà reçus, et la même chose sur le plan cinématographique. Et à partir de ça, notre comité se réunit, on est en général à peu près toujours 7 ou 8, et il y a d'abord un premier filtre qui se fait, parce que maintenant on reçoit, l'année dernière on a reçu 154 projets, donc on est 2 personnes à éplucher vraiment tous les projets et à les évaluer, et on revient en groupe sur à peu près une douzaine de projets. Et là on accorde environ 7 ou 8 bourses. Donc, on a retenu les projets les plus significatifs là, selon les critères qu'on a. Ben, en tant qu'ancien subventionneur du Conseil des arts, le processus m'intéresse. En partie, c'est quoi les critères? Est-ce que c'est accessible, les gens du Sud? Je trouve ça important d'écouter les histoires, les films qu'on connaît moins bien et qui sont peut-être pas possibles de produire sans un appui d'une fondation ou d'un subventionneur. Il y a sans doute plein d'histoires à raconter, mais est-ce qu'il y en a qui viennent à l'esprit, qui sont en lien avec la crise écologique, par exemple, ou avec le changement climatique? Ça doit être sans doute un enjeu. Oui. Mais de leur point de vue, parce que c'est nous, dans le Nord, ici, on le voit d'une certaine façon. Donc, je suis très content que ces films-là soient produits. Puis, est-ce que tu as des exemples vis-à-vis, par exemple, du changement? Oui, c'est un thème qui revient, évidemment, chaque année. La crise climatique, l'environnement. Alors, on a déjà soutenu un film qui a été présenté aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal qui s'appelle « Pas d'or pour Kalsaka ». C'est un film du Mali, oui, c'est bien le Mali. Et le cinéaste est allé filmer dans une région où une mine australienne, c'était une minière australienne s'était installée pour faire la recherche d'or. C'est une région où il y a beaucoup d'or. Il y avait les femmes faisaient l'orpaillage, c'est-à-dire essayer de trouver l'or filtrer l'or là, à partir de la rivière. Mais cette mine-là est venue et a creusé un énorme trou, et ça fait en sorte que toute la nappe phréatique a été atteinte et que l'eau n'était plus potable, qu'il y avait plus. Et le cinéaste s'est même engagé à aller faire des expériences en laboratoire pour déterminer si les gens pouvaient boire encore l'eau de la rivière, et non, c'était plus potable. Alors ça, c'est un exemple très concret. Et sur le plan formel, c'est vraiment incroyable. Ce qu'il a pensé à faire, c'est qu'il en a fait une espèce de western avec des cavaliers à cheval, des cavaliers qui sont noirs d'ailleurs. Il tenait à montrer qu'il y avait aussi des exploitants noirs, et dans différentes situations. Alors, ça anime beaucoup. À 4 ou 5 reprises dans le film, ils reviennent, ces cavaliers-là, dans le village. Alors, des cow-boys africains, maliens. Alors, ça, c'en est un. Un autre qu'on a soutenu qui est très fort, c'est Complicite. Et ça touche quelque part à l'environnement, oui,
à la santé aussi. C'est un film d'une Chinoise. En fait, c'est une co-réalisation entre une jeune cinéaste chinoise et une réalisatrice états-unienne. Et ils ont fait un film sur les grandes usines qui produisent les téléphones intelligents, les iPads et les ordinateurs et tout, et où les jeunes migrants, vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent de la campagne pour aller travailler à Shanghai ou dans les grands centres comme ça et qui vont travailler en usine sur des chaînes de montage. Là, c'est assez hallucinant de voir ça, c'est énorme. Et ces jeunes-là mettaient les pièces et polissaient le dessus, le couvert du téléphone cellulaire ou de l'iPad avec un produit qui contenait du benzène. Et on s'est aperçu tout à coup qu'il y avait plein de cas de leucémie. Et un jeune, entre autres, qui meurt à l'âge de 24 ans de leucémie, un autre qui se suicide, une jeune femme. Et ces gens-là sont allés en ville pour aider leur famille à la campagne. Et à travers ce film-là, avec ce film-là, aux États-Unis, vu qu'il y avait aussi une co-réalisatrice états-unienne, ils ont fait une grande campagne auprès de Apple, pour justement éliminer le benzène. Et parce que c'était souvent les sous-traitants de Apple qui l'utilisaient. Et la Chinoise a eu un culot incroyable. Elle est allée filmer dans une usine d'un de ses sous-traitants avec une caméra cachée. On voit les images dans le film. Et ça a obtenu, finalement, ils ont réussi jusqu'à un certain niveau, là, c'est sûr qu'il existe peut-être encore des sous-traitants, à ce que Apple réagisse parce que le film a eu un impact important. Et j'ajouterais, il y a actuellement à Cannes un film que vous devez voir, que je n'ai pas vu encore, qui est un film avec Davi Kopenawa, qui est un écologiste, un chaman de la forêt amazonienne du Brésil. Et il a écrit un livre avec, en co-rédaction avec un ethnologue là, belge. Il a écrit un livre qui s'appelle The Falling Sky, La chute du ciel, et qui est présenté à la quinzaine des cinéastes à Cannes, actuellement au Festival de Cannes. Alors, on a très hâte de le voir. Ça va sûrement avoir un impact très grand aussi, ce film-là. C'est un peu un film testament pour la préservation de la forêt amazonienne. Mais j'allais te demander à la fin si tu avais des recommandations de films et de livres, mais en voilà c'en est un que je recommanderais fortement. Il y en a sans doute d'autres. Mais avant de terminer, je voulais parler du rôle de l'art vis-à-vis de la crise écologique, parce que, évidemment, le film documentaire joue un rôle important, tout comme d'autres formes d'art. Mais comment tu vois le rôle de l'art en ce moment, avec les complexités autour de nous, la justice sociale, la justice climatique? Qu'est-ce que l'art peut faire de plus, ou qu'est-ce que l'art fait qu'on pourrait amplifier dans notre société? Moi, je dirais sensibiliser. Dans le cas du documentaire, c'est beaucoup sensibiliser. Et je dirais tracer un peu des lignes d'espoir. Parce que c'est important, parce qu'il y a un sentiment d'impuissance, parce que c'est gros, c'est complexe, parce que la crise de l'environnement ne va pas se réaliser si la crise de la pauvreté ne l'est pas, parce que la crise de l'environnement ne va pas se réaliser par les pays du Nord, mais aussi en lien avec les pays du Sud qui subissent de façon beaucoup plus draconienne, beaucoup plus brutale, les effets d'ailleurs de cette crise-là que dans les pays du Nord actuellement. Donc c'est un ensemble. La santé est en jeu, comme je l'expliquais pour certains films, la question du mode de vie, la question de l'exploitation des ressources naturelles. Alors, plus il y a de documentaires qui portent là-dessus, et j'aimerais qu'il y en ait plus qui portent de l'espoir. Et on se rend compte, par exemple, on prépare notre 25e anniversaire à la Fondation, on avait 28 films, il fallait en choisir 9, et on se rend compte que sur les 9, c'est des gens qui s'organisent et qui luttent justement pour pouvoir rêver
d'une part, d'un autre monde, et commencer à le réaliser dès maintenant, commencer à mettre en place dès maintenant une façon de voir, de ne pas attendre nécessairement que tous les éléments soient réunis, mais que c'est leur propre contribution à cette solution-là, si on peut dire. Ben, cette semaine à Montréal, j'ai fait plusieurs entrevues, conversations, dont avec une artiste qui s'appelle Asmar Khan, qui vient canadienne, qui est d'origine pakistanaise, puis qui parlait qu'au Pakistan, avec les inondations qu'ils ont eues, qui ont été dévastatrices, l'art joue un rôle important dans des situations de crise, pour l'expression des individus, mais aussi la solidarité, la vie communale, la guérison. Il y a toutes sortes d'éléments que l'art joue. Mais tu as sans doute vu ça dans les films qui ont été soutenus par la Fondation, à quel point l'art peut jouer un rôle important dans des situations de crise. Oui, je pense que ça devient un besoin vital, l'art. Pour les artistes, évidemment. Je pense à un projet qu'on a soutenu qui n'est pas terminé encore sur des artistes iraniens. Je ne peux pas en parler beaucoup parce que c'est très délicat dans ce pays-là actuellement. Mais c'est vraiment les artistes qui osent et qui le font souvent par le biais de l'Internet. Hein? Et ils arrivent à trouver le moyen de sécuriser leur site ou je ne sais pas trop par quel moyen, mais et ils le font souvent, ils mettent leurs œuvres sur Internet et ça circule comme ça. C'est ça, je pense que c'est... quand on se sent vraiment... quand on se sent coincé, réprimé dans nos droits fondamentaux, dans le droit à la vie même, ça devient une urgence qui fait que, comme artiste, il faut parler de ces choses-là. On ne peut pas être l'artiste dans sa tour d'ivoire. Les gens se sentent impliqués dans une société, les artistes aussi en font partie, et ils ont besoin de dire cette réalité-là. Ça fait partie de... Et on a vu, par exemple, dans le cas de l'Iran, le mouvement Femmes, Vie, Liberté. Là aussi, il y a un caricaturiste, par exemple, qui fait des caricatures incroyables sur ce mouvement-là pour promouvoir un peu, appuyer toutes les revendications de ces femmes-là. Et ça circule sur Internet. C'est vraiment, c'est ça. Moi, je le perçois comme aussi le besoin de rêver, mais le besoin, à travers les rêves, de construire autre chose, de sensibiliser, de se révolter. De se révolter. Je pense à une femme iranienne qui a fait une installation dans une espèce de grande rivière rouge. Une autre qui dessine des poteaux de potence. C'est quand même très éloquent, et très... Moi, j'admire ces gens-là parce qu'ils sont en danger constant d'être... Les cinéastes iraniens aussi, il y en a plusieurs qui sont en prison, même des cinéastes qui ont remporté des prix à Cannes ou ailleurs, là, dans d'autres festivals. C'est devenu très difficile et ils le font quand même. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur d'eux, une force qui les porte, un vent qui les porte. Je pense aussi au deuil écologique, au deuil humain. Ça fait partie des émotions qu'on doit vivre, mais je suis d'accord avec toi que l'espoir, le mot espoir, des fois j'ai de la difficulté parce qu'il ne faut pas que ça soit juste des solutions simplistes à des situations complexes, mais c'est pas de ça dont tu parles. Tu parles de l'expression authentique de personnes qui sont dans des situations qui veulent communiquer à la fois leur réalité puis leur vision du monde, leur culture, leur façon de faire. Puis si on est à l'écoute de toute l'humanité, on va apprendre à écouter. Parce que souvent, on veut répondre, on prend beaucoup de place, mais moi, j'ai appris... Oui, je suis allée le voir 2 fois. Et d'écouter. D'ailleurs, on va arrêter de se parler. À part la fin, est-ce que tu as des livres, des choses, des films sans doute que tu vois que tu aimerais recommander à ceux qui nous écoutent? Les jours parfaits. C'est quoi ça? De Wim Wenders. Ah, ouais. Parce que
Je trouve que c'est tellement un beau film. Quelqu'un qui vit dans le dépouillement, qui a renoncé à beaucoup. Je ne sais pas si tu l'as vu, le film. Non. C'est quelqu'un qui nettoie les toilettes publiques à Tokyo et qui fait son travail avec, je dirais, avec beaucoup de soin, de minutie. Et c'est quelqu'un qui est capable de voir le monde autour de lui et d'admirer la beauté. Et sous différents aspects, il photographie un arbre, et il n'arrête pas de le photographier, c'est son arbre, c'est comme s'il faisait partie de sa vie. Et c'est quelqu'un qui a renoncé à beaucoup de façon volontaire. Il a renoncé à la société dans laquelle il vit quelque part. Il a renoncé à la surconsommation, au changement pour le changement, au nouveau pour le nouveau. Il a les vieilles cassettes qu'il écoute de sa meilleure musique et il reste avec la cassette. Il n'a évidemment pas de téléphone cellulaire. Et c'est pas une nostalgie du passé. C'est quelqu'un qui est présent à son monde et qui trouve ailleurs une satisfaction profonde et un bonheur. Alors, je vous suggère d'aller voir ce film-là où il se passe à peu près rien. C'est un film magnifique, très zen. Merci, Daniel. Merci à toi.